Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport, c'est... Non, en fait, je ne vais pas faire l'intro habituelle. On se retrouve aujourd'hui avec Carolina, d'accord? Alors, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, enfin, aussi bien qu'elle. On va faire une séance avec elle et on va parler de ses objectifs d'abord, de qui elle est, juste pour que vous sachiez un petit peu où vous mettez les pieds, quoi. Bonjour, je m'appelle Carolina Visalta, je suis diététicienne, nutritionniste, master nutrition de sport. Mon objectif principal, c'est de faire une compétition de bodybuilding bientôt, donc probablement cette année, mais je ne suis pas absolument sûre. Mais ce que je voulais ou ce que je cherche surtout, c'est de chercher un peu une guide, parce que bien si j'avais déjà fait une compétition de bodybuilding avant, donc en 2018, je trouve que j'ai quelques points faibles et je ne suis pas absolument sûre si ce que je fais, ma technique, elle est bien. Donc c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu ta guide, ton guide, et voir à peu près comment je fais mon sport. On va regarder son programme, on va voir quelles sont les choses peut-être à améliorer en termes d'exécution technique, mais aussi peut-être dans l'agencement des séances, aussi peut-être dans tout ce qui va être en fait tourné autour d'une hypertrophie. Donc si jamais ce qui vous intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on gagne du volume vraiment sur des groupes musculaires, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est peut-être la chose la plus importante qu'il va falloir avoir en tête, c'est qu'on n'est pas ici sur un objectif de performance, un objectif de santé, mais vraiment d'hypertrophie et j'oserais même dire d'hypertrophie localisée. Surtout, je pense que le plus important, et je pense que ce qui va être très intéressant pour les personnes qui regardent les vidéos, c'est que quand on parle de bodybuilding, on va penser tout de suite à les gros mecs comme ça, avec des grosses épaules, les filles aussi, que souvent c'est même plus esthétique parce que c'est quelque chose qui est vraiment un peu trop. Et ses limites, c'est que tu peux plus faire de la compétition si tu n'as pas des stéroïdes, si tu n'as pas injecté quelque chose. Et moi, c'est quelque chose que je veux absolument faire, c'est prouver que ça peut être fait d'une façon naturelle, d'une façon saine. L'idée de bodybuilding, c'est que tout soit, comme tu as dit, c'est pas performance, c'est pas forcément que je sois la plus forte de la scène, mais c'est juste que ça soit symétrique, que ça soit joli, juste que les muscles ils soient arrondis, bien, qu'il n'y ait pas trop de gras, mais que ça soit bien. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de la catégorie dans laquelle je suis. C'est bikini, c'est vraiment la plus tranquille, on va dire entre guillemets. Il y a beaucoup de développement musculaire dans les autres catégories. Dans la mienne, c'est un petit peu moins. Oui. Donc, c'est ce que j'essaye, que ça soit un bon développement musculaire, mais tout en parallèle, parce que je ne peux pas développer trop les épaules et pas assez les fesses, ni pas assez les quadriceps et pas les ischios. Donc, c'est tout en équilibre. Et c'est hyper intéressant parce que c'est aussi ce que recherche la majorité des femmes quand elles vont à la salle de sport. C'est-à-dire que quand on parle bodybuilding, tu as tout à fait raison de le dire. En fait, on a toujours une image de quelqu'un qui est vraiment très très costaud. Mais non, bodybuilding, de façon globale, ce que ça veut dire en anglais, c'est construire son corps. Et construire son corps, c'est ce que vont faire les gens à la salle de façon générale. Je vais faire une dernière chose avant de se mettre à l'entraînement. Je vais remercier la salle dans laquelle on a l'occasion de tourner aujourd'hui, qui est Jenae Ekuli, qui est une super salle de sport, qui est celle dans laquelle j'ai fait mon diplôme, maintenant dans laquelle je forme aussi les coachs, et qui est pour moi un environnement, si vous avez l'occasion de vous entraîner à Lyon, allez à Jenae Ekuli. Alors je sais, Lyon, c'est pas Ekuli exactement, mais quand même, la chose que tu as dite quand tu es arrivé, c'est waouh, c'est grand, c'est pas l'habitude, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir à Lyon, c'est cool. Oui, je pense que c'est effectivement le cas. Voilà. J'ai une question quand je fais du squat. Oui. Vas-y. Quand je descends, oui. Souvent, je me mets en parallèle pour voir. Ouais. Souvent, ils disent de rester jusqu'à là, oui. Pour qu'il n'y ait pas les butt wings comme ça. Oui. Des fois, ils disent juste as to grass, it doesn't matter that it goes lower. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que c'est mieux? Je pense que le butt wing n'est pas un problème. Et en fait, le butt wing n'est pas un problème à partir du moment où tu es habitué. Toi, tu as des problèmes du bas du dos. On est d'accord? Tu as mal au bas du dos. Et je pense que c'est parce qu'il y a une forme de kinésiophobie qui s'est installée. C'est-à-dire, tu as peur d'arrondir le dos, par exemple, sur certains mouvements, etc. Chose qui n'est pas justifiée scientifiquement, en fait. On peut tout à fait arrondir le dos. Mais il faut t'y habituer progressivement. C'est pour ça que je vais te faire faire un petit exercice derrière où tu vas gagner progressivement. Il ne faut pas y aller à fond dès le départ. Tu vas y aller très très progressivement. Là, on va l'introduire sur cette séance-là pour faire en sorte en fait, de t'habituer à avoir des super extenseurs du rachis. Ça ne va pas te faire une hypertrophie de ouf, t'inquiète pas, tu ne vas pas te retrouver avec... Voilà. Mais ça va faire en sorte de te renforcer dans ces positions-là pour que tu n'aies plus mal quand tu fais du squat, tu n'aies plus mal quand voilà, et que tu puisses encaisser du coup un plus gros volume d'entraînement à ce niveau-là. Parce que pour moi, ça va être le plus important, sachant que tout ce qui va faire bosser tes fessiers va nécessairement engager un petit peu ton bas du dos
pour une raison toute bête, c'est que ce sont des groupes musculaires en fait qui sont souvent synergistes sur des actions en fait. Donc voilà, donc on va faire ça. Est-ce que donc c'est mieux parce que souvent je me rends compte que je suis un peu en hyperlordose. Est-ce que je devrais... Non. En fait, il faut que tu le fasses sur la position où tu es le plus à l'aise. Il n'y a pas vraiment de hyperlordose ou pas, c'est pas très important. Ce qui va être important, c'est de descendre bas. 1, bien. 2, bien. 3. Ok. Je vais t'expliquer 2-3 trucs, déjà que j'ai commencé à voir sur ce que tu fais. Effectivement, tu es en hyperlordose. Du coup, en fait, quand tu arrives en bas de ton mouvement, comme tu es en hyperlordose, tu vas avoir un moment où tu fais un butt wink, mais tu fais pas un butt wink où tu vas arrondir le rachis lombaire. Enfin, tu vas le faire passer on va dire en flexion lombaire maximale, chose dont les gens ont peur. Non, toi, tu vas faire passer ça en un peu plus de flexion lombaire, mais pas totalement. Ce qui fait que tu vas quand même faire travailler tes extenseurs du rachis. D'accord? Ces muscles-là qui te font mal en fait au bas du dos. Les lombaires. Voilà, tes lombaires. Ils vont travailler en fait en concentrique et en excentrique. D'accord? Là où, chez la plupart des gens qui essayent vraiment de garder sans avoir de butt wink, ils essayent de faire en sorte que ça reste en isométrique. Et donc du coup, ils sentent moins leur bas du dos et surtout, ça va un petit peu moins travailler. Est-ce que c'est grave que ça travaille? Non, c'est pas grave du tout. C'est pour ça que je te dis que le butt wink n'est pas grave. Mais il faut d'une part que tu n'aies pas peur, d'accord? Faut pas que tu te dises j'ai peur du butt wink ou quoi que ce soit, parce que avoir peur, anxiété, tu vas sentir ça génère de la douleur, c'est un mécanisme qui génère de la douleur, l'anxiété. Deuxième chose, il faut que, tu sois renforcé à ce niveau-là. Il faut que tu aies justement l'exercice qu'on va amener derrière qui va te renforcer pour que tes structures soient suffisamment là pour pas te générer de douleur. Moi, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est tu descends plus bas, d'accord? Tu décharges ta barre, tu vois, on décharge la barre et tu essayes vraiment d'aller le plus bas possible et tu t'habitues à ça et après tu remonteras ta barre. Pourquoi le plus bas possible? Si on fait un squat à parallèle, en fait, ce qu'on remarque dans les études scientifiques, c'est qu'on a un bon développement des quadriceps, d'accord? Équivalent à descendre plus bas, d'accord? Mais plus on descend bas, plus on va solliciter les fessiers et les adducteurs, d'accord? Donc, du coup, comme toi, tu veux développer les fessiers, je te conseille de descendre plus bas, d'avoir un meilleur étirement de ton fessier. Et même ce qu'on remarque, c'est qu'on a un meilleur développement du fessier, même si on charge moins lourd. Donc, du coup, voilà, exactement. Et ça, plus ton souci, on va dire, de ton hyperlordose, en fait, je pense que ça peut être très bien techniquement de te réhabituer à avoir un dos un petit peu plus neutre en descendant en plus plus bas. Je pense qu'on a un avantage sur les deux. Voilà. Vas-y. Très bien, très bien, très bien. Encore. Ouais. C'est bien en plus, tes pieds sont très bien placés. Nickel. Encore. Vas-y. Je pense que tu es 10 fois plus à l'aise. Allez, re-rack. Je pense que tu es 10 fois plus à l'aise au niveau du bas du dos. Est-ce que tu le sens ou pas? Oui. C'est 10 fois mieux parce qu'en fait, avant tu étais vraiment en hyperlordose et ça se voyait que tu faisais ça et ça en fait à chaque fois. Là, tu réussis à aller super bas sur ton mouvement. Hein. Tes ischios touchent tes mollets et pour autant, tu n'as même pas de butt wink, ce qui est assez... c'est fou. Okay. Enfin, c'est ça qui est trop difficile de voir. Moi, je ne le vois pas parce que je suis tellement concentrée là. T'as même pas de butt wink ou alors si t'en as un, il est hyper léger. Okay. Et en fait, pour moi, c'est top quoi. Et je suppose que tu te sens plus à l'aise et ça va mieux faire travailler tes fessiers. Ce qu'il faut comprendre sur les squats, c'est qu'on a un focus sur les fessiers selon Brett Contreras, hein, ça c'est voilà, sur le bas des fessiers, d'accord? Un petit peu plus sur le bas des fessiers et pas sur un développement total. Pour ça que les squats c'est intéressant, mais je te conseillerais pas d'axer ta progression en particulier sur les squats. Ouais, c'est plus hip thrust. Voilà, plus hip thrust. Pourquoi aussi? Parce que il y a une angulation qui est un peu moins importante sur le hip thrust et donc du coup tu vas être axé très fessier et moins adducteur, sachant que toi tes adducteurs ils sont déjà bien développés. Tu as des bons quads, tu as des bons adducteurs. Les squats c'est très bien. Je pense que c'est bien aussi qu'on passe au fessier. Okay. Et là, du coup, on va... Enfin, au fessier, au hip thrust, pardon. Même je hold en top, je fais tout ce que je peux. Ça va. Ouais. Tes fessiers.
quand il se contracte en retard par rapport aux autres. C'est-à-dire que je le vois, il s'active qu'à partir du moment où vraiment ils sont les contributeurs majoritaires. C'est-à-dire qu'avant, quand tu es en train de plier tes jambes, j'ai vraiment l'impression que c'est ton droit fémoral qui bosse. Enlève la barre, d'accord, fais pas avec la barre, fais juste un hip thrust mais une seule jambe. Ah oui. Ok. C'est vrai Vas-y, que là c'est... vas-y, hop. Ouais, vas-y. On sent encore un peu l'activation du quadri, mais mieux. Je pense qu'il y a vraiment cette fonction de stabilisation plus la fonction d'extension de la hanche qui bosse et du coup tu dois un peu plus sentir tes fessiers. Alors, est-ce que ça va t'aider à ton développement musculaire? Potentiellement pas. En revanche, est-ce que ça peut être intéressant de faire en échauffement avant ton hip thrust, de faire ça? Je pense que oui. Parce qu'en activant tes fessiers avant, tu pourras un petit peu mieux les sentir au niveau mind-muscle connection. Et donc, du coup, il y a moyen que derrière, tu réussisses à un petit peu mieux les activer sur ton hip thrust. Donc, je te conseille de faire cet exercice-là avant. Plus tu vas avoir de mouvement sur l'articulation du genou, plus tu vas faire bosser tes quadriceps, d'accord? Sachant que tes fessiers, en fait, ils ne s'accrochent pas sur ton genou. Donc ça veut dire que tu peux essayer de minimiser le mouvement. Alors je te dis pas nécessairement d'avancer tes pieds, de reculer tes pieds, mais toi, que tu aies conscience quand tu fais ton mouvement, d'essayer de laisser tes genoux relativement fixes et de plutôt te concentrer sur l'articulation de la hanche. Tac. Du coup, il va y avoir une grande différence si je fais ici que le genou il va beaucoup bouger. Ouais. Que si je laisse ici, Ouais. ça va être plus quadriceps. Déjà, juste comme ça, je le sens beaucoup plus niveau. Niveau ischio. Niveau ischio. Ouais, ça c'est sûr. Entre les deux. Essaye d'être entre les deux. Voilà, là. Vas-y. Tac. Un peu. Est-ce que ça fait une différence si je fais. Stabilise-toi, je pense que tu ouvres un petit peu, je pense, pour te stabiliser. Ouais. Ben, c'est juste une sphère de stabilisation hein, pour moi. Vas-y. Tac. Tac. Il y a moyen que là tu fasses avec effectivement plus de hanches. Et c'est ça qu'on va viser en fait. Pour les fessiers, les hanches. Dans l'idée, si tu maximises ton mouvement de hanche, tu vas maximiser tes fessiers. Chose importante au niveau de la répartition de ta séance. Moi, j'aurais tendance à te dire, travaille d'abord le hip thrust. D'abord le hip thrust parce que tu dois toujours commencer tes séances par ce qui va être le plus intéressant pour toi au niveau développement musculaire. Et comme toi, tu vises le développement des fessiers, il faut faire du hip thrust. Alors maintenant, tu vas trouver en ligne plein de gens qui vont te dire oui, mais tu sais, le squat, ça développe mieux que le hip thrust parce qu'il y a un peu plus d'étirement sur les fessiers. C'est tout à fait envisageable, mais pas pour toi. Pourquoi pas pour toi? Parce qu'on vient d'en discuter pendant tout le long de la vidéo. Le truc, c'est tu as déjà des muscles autour du genou qui vont prendre toute la contribution. Le hip thrust, en tant qu'exercice monoarticulaire, monoarticulaire, il est polyarticulaire, hein, on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas qui se concentre plus sur les fessiers, ça va vraiment être ton arme à toi. Donc je pense vraiment qu'il faut que tu te concentres sur le hip thrust et tu peux même aller plus lourd que 140 kg. Ça c'est une private joke. Ça sert à quelque chose. Si je fais du bon avec 120 kg, alors, il faut que je fasse. Non, tu n'es pas obligé de faire plus lourd, mais en revanche, beaucoup de gens pensent qu'on peut développer la force indépendamment du muscle. C'est vrai quand on débute. Enfin, c'est vrai aussi à un plus haut niveau, mais c'est très très limité en fait. Ce qu'on va pouvoir développer en force va être très corrélé avec le muscle qu'on va prendre. Donc c'est ce qu'on remarque par exemple sur les powerlifters de haut niveau. Ce qui pourra prédire le mieux la performance d'un powerlifter de haut niveau, c'est son degré de musculature. Donc ce sont des gens en fait qui ont maximisé leurs adaptations nerveuses et en fait plus après ils auront de muscles, plus ils seront forts. Donc l'inverse est probablement vrai, plus tu vas gagner en force, plus tu vas au moins maintenir en muscle et potentiellement gagner en muscle. C'est pour ça qu'il faut devenir plus fort sur les exercices où on sait qu'on va bosser les bons muscles qu'on veut faire travailler. Tente bien de faire ce qu'on a dit au niveau du placement des pieds et du déplacement de hanches. Tu te concentres sur le déplacement de tes hanches et pas celui de tes genoux. Allez, on y va. Ok. Mieux, j'ai l'impression. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller jusqu'en bas ou... Alors, moi, je pense que oui. Mais ça va vraiment dépendre des gens. Par exemple, tu as coach Kassem qui, lui, va recommander de ne pas aller forcément très bas parce qu'il va penser qu'en fait, l'activation musculaire se fait sur le dernier tiers du mouvement. Oui, mais moi, je pense qu'aller plus bas,
ça fait que tu as un meilleur stretch et donc du coup que tu as potentiellement une meilleure hypertrophie. Donc tout bien pesé, je pense que ça vaut le coup d'aller un peu plus bas tant que tu ressens bien tes hanches bossées et pas tes quadriceps. Un exercice qui va favoriser les courtes longueurs musculaires, comme ici, là. Donc, c'est-à-dire, en fait, de toute façon, tu ne peux pas aller vraiment jusqu'en bas comme au squat. Parce que, de toute façon, tu es arrêté par le sol. À moins d'avoir, tu vois, d'être surélevé, voilà, etc., tu ne pourras pas le faire. Ce qui veut dire que le hip thrust, tu peux le faire plus souvent. Parce que le fait de ne pas étirer complètement, d'avoir un stretch complet, ça fait que tu vas avoir moins de la fatigue reliée aux ions calcium, de stretch induced, bref, voilà. En tout cas, moins de dommages musculaires. Et donc, du coup, tu peux potentiellement le faire un peu plus souvent. Donc, évidemment, il ne faut pas avoir 12 millions de séries de squats parce que sinon, ça annule en fait. Parce que du coup, tu vas te retrouver avec un stretch très complet là-bas. Mais si tu veux augmenter un peu la fréquence, tu peux le faire sur du hip thrust beaucoup plus facilement que sur du squat. Et ça peut être intéressant. C'est pour moi le seul intérêt, entre guillemets, des exercices à courte longueur musculaire, c'est qu'on peut en faire un peu plus souvent. Voilà. Ça, c'est considéré comme courte longueur musculaire? Ouais, enfin courte, un peu plus courte en tout cas. Parce que ton fessier va pas être complètement étiré. Tu vois, on va rester sur une amplitude d'à peu près comme ça, alors que sur ton squat, tu vas être une amplitude à peu près comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et donc, si l'amplitude, c'est quelque chose qu'on cherche, Ouais. pourquoi privilégier les hip thrusts et pas assez... Parce que, alors, le truc, c'est que plus tu vas te retrouver avec une amplitude importante au niveau des hanches, plus tu vas te retrouver aussi avec les adducteurs qui seront activés. Là où le hip thrust, il est vraiment ciblé fessier. C'est-à-dire qu'il est pile dans la bonne amplitude pour faire travailler tes fessiers. Et c'est pour ça que je pense que ça doit être ton exercice roi. Ok. J'ai peur. N'aie pas peur. C'est ça le truc en fait. Mais j'ai peur. Oui. Tu es en contrôle. 10 kg, ta colonne vertébrale peut parfaitement les soutenir. Tu es capable de soutenir 80 kg. 10, ça va le faire. Voilà. Il faut savoir que moi, je le fais à 100 kg cet exercice-là. Pour 8 répétitions. Donc ça va. Bien. Alors, est-ce que tu as commencé... Tiens, je vais te reprendre ta barre. Est-ce que tu as commencé à sentir un peu les ischios? Un petit peu, mais j'avoue que c'est plus les lombaires. C'est normal. Pourquoi? Parce que ton point faible, ce sont tes lombaires. Ton point faible, c'est tes extenseurs du rachis. Pourquoi? Parce qu'on ne les fait jamais travailler en concentrique et en excentrique. Ce qui fait que tu te retrouves, dès que tu les fais travailler en concentrique et en excentrique, sur tes squats, sur même tes hip thrusts, etc., à avoir peur de ça. Pourquoi? Parce que tu te dis, oh, mon dos il est plus droit, et du coup, ça envoie des signaux, tu te dis, ah, ça doit pas être la bonne position, mince, je vais me faire mal. Alors que là, en te renforçant, en apprenant à ton corps en fait, où tu lui dis, mais finalement, ça va, c'est pas dangereux. Tu vas voir que si tu le fais au fur et à mesure des séances, il faut augmenter très très progressivement le poids. Là, je t'ai mis 10 kg, tu vois. Prochaine fois, tu fais 2 séries avant tous tes exercices, on va dire, à 12 kg, d'accord? La fois d'après, t'en fais, alors la fois d'après, la semaine d'après, hein, tu fais à 15 kg. Et quand tu arriveras à 30, 40 kg, quelque chose comme ça, tu vas voir que tes problèmes vont être beaucoup moins. J'ai 2 questions. Ouais. Est-ce que c'est la même chose que quand on se met dans le truc diagonal et on met comme ça? Alors ça, pas vraiment. Tu parles du banc à lombaire, je crois. Et en fait, le banc à lombaire, on peut faire un truc à peu près. On peut, mais la plupart du temps, les gens, quand ils sont sur un banc à lombaire, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont garder le dos droit. Ils vont pas arrondir. Alors que tout l'intérêt, c'est d'arrondir. Et je sais, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, parce que ça fait des années qu'on nous répète que c'est pas le bon truc. Alors que si, c'est le bon truc. Ah, mets-moi ton dos en neutre, t'es pas obligé d'être en hyperlordose. Il est neutre, non? Non, il est hyperlordosé là. Par rapport à ce que tu faisais en squat tout à l'heure en tout cas. Voilà. Mieux. Là, j'ai fait exprès d'un. Ouais, et là c'est mieux. Tu te sens plus stable ou pas? Je sens moins mal le lombaire. Ouais, ça m'étonne pas. En fait, à mon avis, ta position forte, elle est un petit peu plus arrondie, comme la majorité des gens, et tu te laisses pas, partir en arrondissement parce que tu as peur, et il faut pas. Bien. Tu as complètement raison, je pense que c'est ça. Ouais. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Mais en fait, alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tu vois ce que c'est les sarcomères ou pas? Oui. Et ben, en fait, la position de force des sarcomères, c'est à peu près à mi-distance. C'est ni complètement raccourci, ni complètement étiré, d'accord? Et en fait, ce qu'on a remarqué, il y a une étude là-dessus, on a remarqué que plus le dos est arrondi, plus les sarcomères
sont, comment dire, dans une position de force importante, d'accord? Donc, les chercheurs ont supposé qu'en fait, et d'ailleurs ils ont testé avec des gens qui tiraient avec un dos droit, un dos pas droit, etc. Ils ont remarqué qu'en fait, les gens qui tiraient avec le dos le plus en extension possible avaient le moins de force, et ceux qui tiraient avec le dos le plus arrondi possible avaient le plus de force. Et donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de tirer avec le dos le plus arrondi possible, parce que toi, tu cherches à faire bosser aussi tes fessiers, donc forcément, il faut garder un équilibre, mais le fait d'avoir une posture relativement neutre, un peu plus arrondie, te permet d'avoir un peu plus de force dans tes lombaires et donc que ce soit moins le facteur limitant. Ce qui va être le facteur limitant, ce seront tes fessiers. Voilà. Est-ce que ça change de personne en personne ou c'est pour tout le monde pareil? Je pense que la tendance est pour tout le monde pareil, puisque ce qu'on remarque, c'est qu'il n'existe aucun deadlifter au monde, aucun, qui garde le dos en hyperlordose quand il soulève. Tout le monde, dès que tu vas commencer à soulever lourd, ton dos, même si tu le places comme ça, etc., il va passer en neutre. Dès que tu vas commencer à tirer lourd, j'ai l'impression que tes fessiers s'activent beaucoup plus. Ouais. Allez, c'est bien. Encore 2 reps. Allez, encore. Même si ton grip commence à lâcher, encore 2 reps. 1. 2. Bien. Est-ce que tu sens que tes fessiers ont un peu plus bossé là? Oui. Ouais. Mais pourquoi est-ce que ce type d'exercice-là est intéressant? Enfin, moi que je trouve intéressant, tu peux le faire à la poulie, tu peux le faire comme tu veux. Alors là, je vais le faire avec ma jambe pas malade, donc normalement ça devrait le faire. J'espère. Et donc, du coup, oui, ça va le faire. Donc, du coup, en fait, l'important, c'est vraiment, tu dois penser à avoir ta flexion de hanche, mais surtout, pourquoi est-ce que c'est assez intéressant pour faire travailler les fessiers? C'est parce que tu vas avoir ton articulation du genou qui va être fléchie. Donc, comme elle est fléchie, ton articulation du genou, tu vois, et que tu peux la garder fléchie tout le long du mouvement, et ben ça va être plutôt tes fessiers qui vont bosser que tes ischios. Voilà. Donc en fait, l'important, même si tu fais du donkey kick par exemple à la poulie, ça va être de garder ton genou fléchi tout le long du mouvement. Et en gardant ton genou fléchi, c'est tes fessiers qui vont prendre. Ah bah du coup. Bah voilà, exactement. Voilà, un peu moins. Je fais pas. Non, tu fais pas ça. Voilà, je t'arrête là. Voilà, exactement. C'est paradoxal, on dirait le plus je réfléchis, parce que le plus je sens là. Oui, je sais, je comprends bien. Va en revanche plus vers l'avant. Encore. Voilà, ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu peux mettre beaucoup plus lourd. Tu peux mettre 10 fois plus lourd. C'est là que tu dois rien sentir. Moins loin ton genou. Ton genou fait rien. Plus en avant en revanche. Plus en avant, moins en arrière. Plus en avant, moins en arrière. Voilà. Tu veux t'arrêter là. Voilà. Allez, encore. Là. Voilà. Encore. Allez. Voilà. Encore un tout petit peu plus loin quand même, j'abuse un peu. Ouais, non mais je me rends compte, il faut pas déconner non plus quoi. Tu sens un peu? Oui. Bien. Bien. Tu vois, tu peux le faire à la poulie, tu peux le faire si tu mets des trucs de cheville. Une fois à la poulie parce que j'ai pas ça à la salle d'entraînement. Allez, on va essayer une fois à la poulie. Non, étends pas ton genou, ne l'étends pas. Là? Ouais. Vas-y. Non, en fait, tu vois, tac, tac, tu peux aller jusqu'à là si tu veux, mais il faut toujours que ton genou soit. Voilà. Ok, c'est ça? Ouais, tu peux. Voilà. Alors c'est plus difficile de te stabiliser, hein. C'est obligatoire parce qu'une machine ce sera beaucoup plus simple. Mais je pense que tu peux charger tellement plus lourd. Oui, je crois, mais au fait je le sens dans le fessier d'en bas aussi. Bah oui, c'est normal parce que tu fais de la stabilisation. Bah, ta technique elle est correcte là. Hein. Il faut juste que il faut juste que tu sois stabilisé. Mais là, en fait, à partir du moment où ton angulation elle est bonne au niveau de ton genou, il n'y a pas 1 milliard de choses à corriger techniquement. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, parfait. C'est vrai que c'est ça, mais je sens plus c'est de stabilisation. C'est normal, c'est la stabilisation qui va te. L'idéal, ce serait même que tu vois, genre, tu sois totalement. Tu vois, genre, tu t'appuies totalement. Là, je pense que c'est pas assez encore. Tu sais, genre, que tu es vraiment comme ça et que tu n'aies vraiment pas beaucoup de poids sur cette jambe-là et en fait que tu fasses ça, quoi, basiquement. Mais ça dépendra de ta configuration de poulie, etc., quoi. Donc, oui, là, pour le coup, je ne peux pas te. Est-ce que ça sert à quelque chose du coup? Si c'est très très léger. Si je fais 20, 25. En fait, alors. Je fatigue vraiment jusqu'à épuisement. C'est intéressant ce que tu poses comme question. Ce qu'on a remarqué dans la recherche, c'est que
tant que tu n'es pas au-delà de 30 répétitions avant d'arriver à l'échec musculaire, ça vaut le coup si tu vas proche de l'échec musculaire. Si en revanche tu es à 35 répétitions, 40 répétitions à l'échec musculaire, ça va un petit peu moins stimuler ton hypertrophie. Donc, il faut que tu trouves une charge qui te permette d'arriver à 30 répétitions à peu près à l'échec musculaire au minimum, ou moins. Voilà, exactement. Bon, voilà, on fait une conclusion. Je ne sais pas si elle servira à quelque chose, mais au moins, il y a une conclusion dans la vidéo. Moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça super, parce qu'on a vraiment pu faire, grosso modo, un état des lieux de la littérature scientifique quand même sur le développement des fessiers. Et de toute façon, ce qui est important, c'est mon ressenti, pas le tien. Non mais merci en tout cas, parce que je pense que je crois que c'est très bien toujours d'avoir un œil, un regard autre que ce qu'on est en train de faire, spécialement quand on fait un sport depuis 10 ans et que j'ai toujours la même technique, je commence à être têtue. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dise bah finalement ça c'est pas bien, même si je peux le lire. Donc ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ben merci, et puis plus sérieusement, j'ai trouvé que c'était vraiment cool et je suis très content que ça t'ait plu. Prends soin de toi et à la prochaine, c'est ça que je dis habituellement. Prends soin de toi. Et à la prochaine. Ouais.